Luc Broussy, vous êtes président de la Silver Economy, vous êtes l'auteur de 10 mesures pour adapter la société française au vieillissement. Si vous avez quelques minutes tout à l'heure, vous pourrez même rencontrer vos lecteurs pour dédicacer votre ouvrage. Et vous allez nous parler des défis socio-économiques du papy boom. Vous connaissez la règle de la clochette, à-5, un petit coup, à-2, un petit coup de clochette. Très bien. C'est Okay. quoi, 15 minutes 15 minutes. On est parti. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc je vais d'abord peut-être effectivement expliquer ce que signifie ce terme largement commenté qu'est la Silver Economy, qui est un terme qui est apparu il y a quelques années lorsque le gouvernement, en 2013, a souhaité créer une filière industrielle Silver Economy. Il y a une filière bois, une filière aéronautique, une filière numérique, et il a considéré que les métiers autour de l'économie du vieillissement devaient gagner en cohérence et se regrouper autour donc d'une filière. C'est cette filière que depuis un an je préside, mais je voudrais d'abord vous en expliquer la genèse et au fond la justification. L'idée, c'est que l'évolution démographique, le vieillissement de la population, l'accroissement du nombre j'essaie d'être précis sur les termes, parce que devant Jean-Marie Robin, je ne veux pas dire n'importe quoi sur les définitions. L'accroissement, en tout cas, du nombre de personnes âgées de plus de 65, 70, 80, 85 ans, fait que tout ça va évidemment créer de nombreux besoins. Et qu'en face, il doit y avoir des offreurs de solutions. Alors, dans l'esprit du grand public, la Silver Economy est souvent attachée aux progrès technologiques, aux outils numériques qui sont, disons, qui pourraient permettre d'améliorer la prise en charge des personnes âgées. C'est ça, et je vais y revenir, mais c'est plus que ça, la Silver Economy. La Silver Economy, au fond, c'est l'ensemble des actions qui vont être déployées par les entreprises, les associations, les acteurs économiques et sociaux pour adapter leurs produits, leurs services, leurs prestations au vieillissement de la population. Et dès lors qu'on prend cette définition large, du coup, énormément d'acteurs de l'économie sont partie prenante de cet écosystème qu'est la Silver Economy. Parce que trop longtemps, ces questions de vieillissement ont été confinées aux spécialistes de la santé, du secteur médico-social. Trop longtemps, dans les colloques sur le vieillissement, on parlait d'hôpital, on parlait de maison de retraite, on parlait de dépendance. Mais il y a un phénomène, un double phénomène d'ailleurs qu'il faut avoir à l'esprit. C'est qu'on va avoir une évolution démographique, je vais y revenir en un mot, mais également une évolution sociologique qui va changer la donne. L'évolution démographique, mais ça a dû être, vous être précisé bien plus brillamment que je vais le faire maintenant, mais il ne suffit pas de dire qu'il y aura plus de personnes âgées, ça ne veut rien dire. Il va y avoir surtout beaucoup plus de personnes âgées de plus de 85 ans. Il m'est arrivé de donner des cours à Sciences Po, et quand les élèves commençaient leur copie par le nombre de personnes de plus de 60 ans va... Bon, on rayait tout de suite, parce que ça ne veut plus rien dire. La question qui nous attache là aujourd'hui, c'est aussi, et c'est spécifiquement, l'explosion dans notre pays dans les 20 prochaines, 30 prochaines années, du nombre de personnes âgées de plus de 80-85 ans. Deuxième phénomène, on va assister, grâce au progrès de santé publique et autres, et même s'il peut y avoir des hauts et des bas, mais globalement, on va assister à l'explosion du nombre de personnes âgées de plus de 80-85 ans valides. Et donc, il n'y a pas de... c'est pas parce qu'on a plus de 80 ou 85 ans qu'on est destiné immédiatement à l'EHPAD ou au service d'une aide-soignante. Donc dans notre pays, nous allons avoir dans les 10, 20, 30 prochaines années un vrai besoin, qui est le besoin de personnes très âgées, j'entends très âgées au-delà de 80, 85 ans, mais des personnes qui vivent chez elles,
qui veulent pouvoir se mouvoir dans la ville, qui veulent pouvoir maintenir leurs liens sociaux, enfin bref, qui ont des soucis qui n'ont rien à voir avec l'infirmière, le docteur ou l'aide-soignante. Ça, c'est cette évolution démographique qui nous oblige à élargir le spectre de cette problématique. Et quand on parle vieillissement maintenant, et j'y reviendrai aussi, on ne va pas seulement parler d'EHPAD ou de services d'aide à domicile, mais on va parler adaptation des logements, on va parler aide à la mobilité, on va parler maintien des relations sociales, des liens sociaux, liens avec le monde culturel, associatif. Et puis il y a une autre évolution qu'on n'a pas encore mesurée, parce que là pour le coup on n'a pas de statistiques pour la mesurer. C'est l'évolution sociologique. Quelles vont être au fond les envies, les besoins des seniors de demain? Nous sommes la première génération, et pour certains dans la salle, vous êtes la première génération, de seniors qui ont eu à s'occuper d'un parent dépendant. Ce n'a pas été le cas dans les années 80-90. On a eu, à cause des gains d'espérance de vie au XXe siècle, une espèce de croissance très forte à la fin du XXe siècle de personnes âgées de plus de 85 ans, de personnes en perte d'autonomie, ce qui explique la très très forte progression du nombre de places en maison de retraite dans les 20 dernières années du siècle précédent. Mais aujourd'hui, on a une génération qui a eu à s'occuper d'un parent en maison de retraite. Il est rare d'avoir un senior qui n'a pas eu à connaître les affres de la perte d'autonomie d'un parent, soit de devoir trouver effectivement un EHPAD avec les conseils qui viennent d'être donnés, ou de trouver dans l'urgence souvent une aide à domicile, pire de trouver dans les quatre coins de la France la fratrie qui va mettre au pot pour payer la maison de retraite de maman ou l'aide à domicile de papa. Donc tous ces soucis-là liés directement à la prise en charge du grand vieillissement, la génération de seniors qui arrive sait ce que c'est. Et donc une génération avertie, je ne sais pas si elle en vaut deux, mais en tout cas, la génération qui est avertie, elle sait ce qu'il en est pour elle-même. Elle va donc être en terrain plus connu que peut-être les générations précédentes. Elle sait ce que c'est qu'une maison de retraite, elle sait ce que c'est un service à domicile, elle sait, parce qu'elle l'a vu de ses yeux pour ses propres parents, ce qu'on appelle le syndrome de glissement, les faiblesses qui arrivent au fur et à mesure. Donc on peut faire le pari que la génération qui arrive aura, peut-être plus que la précédente, l'envie et la capacité d'anticiper et d'adapter son environnement à son propre vieillissement. Donc cette évolution démographique, cette évolution sociologique font que, je fais le pari, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon petit bouquin, qu'il va y avoir un changement de paradigme des politiques publiques. Que les politiques publiques jusqu'à maintenant, j'ai été, le hasard de la vie, j'ai été vice-président du Conseil général du Val d'Oise, ça s'appelait encore général à ce moment-là, en charge des personnes âgées. Donc je suis dans le département dans lequel j'ai officié pendant quelques années. Comme vice-président du Conseil général, moi, qu'est-ce qu'on me demandait? De planifier les EHPAD, de contrôler les services d'aide à domicile, de verser l'allocation personnalisée à l'autonomie. Bref, ma fonction, c'était de nous concentrer sur les personnes les plus dépendantes. Aujourd'hui, on voit bien que les politiques publiques en faveur du vieillissement doivent avoir un spectre bien plus large. Il faut s'occuper aujourd'hui, d'abord et avant tout, de l'adaptation des logements. Être autonome le plus longtemps possible, vivre chez soi le plus longtemps possible, c'est vivre dans un logement qui soit adapté. Je le dis parce que moi, je vais pousser l'idée, Nicolas Menet, qui est ici en face de moi, le directeur général de Ciel de Vallée, va le faire avec moi, de pousser dans la prochaine loi, vous savez qu'il y a une loi prévue l'an prochain, l'émergence d'un diagnostic habitat-mobilité pour les personnes âgées. De dire qu'à tel ou tel âge, je ne sais pas s'il faut fixer une barrière d'âge, mais en tout cas que nous soyons encouragés, voire obligés, d'élaborer, d'effectuer un diagnostic habitat-mobilité pour savoir si à 65 ans, 70 ans, 75 ans, l'endroit dans lequel nous vivons, seul ou en couple, eh bien, est adapté aux 20 prochaines années qui s'offrent encore devant nous. Ça, c'est essentiel, et c'est là que doivent commencer les politiques du vieillissement. À quel moment va-t-on anticiper suffisamment pour que on se pose tous la question,
comment vais-je vivre dans les 10, 20 prochaines années? Comment vais-je vivre cette longue période qui s'offre encore à moi? Est-ce que mon logement est adapté? Si oui ou sinon, comment je peux l'adapter? S'il n'est pas adapté, comment je vais faire, ce qui était culturellement pas encore dans la tête de tous les seniors, comment je vais faire pour déménager? Tous les maires des grandes villes vous disent à quel point maintenant en centre-ville arrivent des seniors qui ont lâché leur maison à 10, 15, 20 kilomètres. Parce qu'à un moment donné, on anticipe, on se dit, descendre l'escalier pour aller à la cave, monter l'escalier pour aller à la chambre, tondre le gazon, c'est plus de mon âge. En tout cas, j'en ai plus la force physique. Et je serais bien mieux dans un appartement près des commerces, près des services publics. Quand mon conjoint, ma conjointe disparaîtra, je serai seul, j'aurai besoin de cet environnement. Donc vous voyez que, et ça c'est de la politique du vieillissement. C'est pas de la maison à retraite, c'est pas de l'aide à domicile, c'est comment je vais anticiper les fragilités qui vont m'arriver. Mon père a 83 ans. Il fait son footing tous les dimanches, mais il vient de vendre sa dernière voiture. Voilà, la dernière voiture de sa vie, il vient de la vendre cet été. Parce qu'il n'arrivait plus trop à conduire, ça l'embêtait, je voyais bien. Bon. Là aussi, être autonome, ça voudra dire être mobile. Dans 10 ans, le véhicule autonome sera quasiment généralisé en France et en Europe. Comment va-t-on comment va-t-on appréhender cette révolution technologique au service de la mobilité de ceux qui ne peuvent plus conduire seuls? Donc, ce que je voudrais faire passer comme message dans le faible temps qui m'est encore imparti, c'est ça, c'est que les politiques du vieillissement aujourd'hui ne sont plus seulement comment va-t-on s'occuper des personnes qui ne peuvent plus être autonomes, mais comment fait-on pour être autonome le plus longtemps possible? Ça passe par une politique du logement, par une politique de l'urbanisme, par une politique de l'habitat, par une politique des mobilités, et par une politique, j'en termine par là, comme ça évitera un second son de cloche, par évidemment l'adoption des nouvelles technologies. Tous ceux qui s'apprêtent à s'occuper de personnes âgées ou qui s'apprêtent à vivre leur propre vieillissement, ne soyez pas technophobes. Toutes les évolutions qui émergent aujourd'hui en matière d'Internet des objets, en matière de nouvelles technologies numériques qui permettront de mieux prévenir, de mieux sécuriser la personne, qui permettront de renforcer le lien social. Souvent, de manière caricaturale, on oppose l'homme et le robot. Mais non, de plus en plus, des nouvelles technologies permettent au contraire de recréer du lien social. Combien de seniors aujourd'hui sont sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux et recréent par ce biais-là parce qu'il retrouve d'anciens amis. Mon père qui est un pied noir, vous voyez, maintenant il a toute sa communauté d'Oran, je ne sais pas comment il a fait, sur Facebook, il dialogue tous les jours avec des gens d'Oran en Algérie. Bon, donc il ne faut pas non seulement avoir peur de ces nouvelles technologies, mais il faut tordre le cou à ce débat homme-robot qui n'a aucun sens, mais il faut au contraire profiter de l'opportunité de ces nouveaux outils, de ces nouvelles possibilités technologiques pour améliorer les conditions dans lesquelles notre pays va vieillir. Voilà ce que c'est que la Silver Economy. C'est loin d'être, comme ça a été décrit juste avant que je parle, une série d'entreprises qui se demandent comment elles vont pouvoir faire du profit grâce au vieillissement. Ce qui me permet de tordre le cou à une parole que j'ai entendue. Vous avez dit des choses absolument, vraies et intéressantes. Et au milieu de ça, il y a cette ode qu'on entend maintenant systématiquement sur les groupes privés commerciaux d'EHPAD qui rechercheraient plus le profit que le bien-être des résidents. Moi, les pires établissements de ma vie que j'ai vus, y compris dans le Val d'Oise, c'était des établissements publics et associatifs. Donc là aussi, si je dois modérer le conseil qui a été donné là, la nature juridique d'un EHPAD n'a absolument rien à voir avec sa qualité. Ça se saurait, mais c'est toujours un peu tendance en ce moment de tenir ce genre de propos. Mais sur la Silver Economy, là aussi, ne partez pas avec l'idée que la Silver Economy, c'est comment des géants du CAC 40 se mettent autour d'une table pour réfléchir à la meilleure façon de prendre le plus d'argent aux seniors dans ce pays. La Silver Economy, c'est ce que je viens de vous dire, une méthode, plus qu'un secteur économique d'ailleurs, une méthode. Pourquoi la Poste, pourquoi la Caisse des dépôts, pourquoi Engie, pourquoi la SNCF, pourquoi la RATP s'intéressent à la Silver Economy? C'est parce qu'ils ont compris que dans les prochaines années, s'ils veulent conserver la confiance de leurs usagers, de leurs clients, de leurs consommateurs, il va falloir s'adapter au vieillissement. C'est ça le vrai mot d'ordre et c'est ça la Silver Economy.